Et bonjour à tous. Moi je travaille chez Airbus et donc je vais vous parler de différents développements robotiques que l'on mène actuellement chez Airbus et je vais vous expliquer 2-3 problématiques qui sont particulières à nos métiers. Donc tout le monde connaît Airbus, j'imagine, à Toulouse, mais bon, une des particularités, c'est qu'on fabrique en série des produits qui sont particulièrement grands. Et c'est pas du tout anodin sur les aspects robotiques. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, sur ce type de produit, on peut pas avoir les produits qui défilent devant les robots, mais on est obligé d'avoir les outils qui se déplacent autour des produits. Et ça change pas mal de choses. C'est vrai donc dans les lignes d'assemblage final, à Toulouse, à Hambourg. C'est vrai aussi dans ce qu'on appelle préfal, donc dans les lignes qui sont juste avant les lignes d'assemblage final, à Saint-Nazaire, à Hambourg aussi. Donc à Bretonne, où on fait les voilures. Donc on a et Rétafé à côté de Madrid où on fait des éléments d'empennage. Et donc tous ces gros produits, ça pose un certain nombre de problématiques en termes de mobilité, en termes de range des différents robots. Et sachant que la précision qui est attendue, elle, n'est pas drivée par la taille du produit, mais elle est drivée par les process. Ça marche très bien. Et donc, c'est drivé par les process, et donc les process, c'est eux qui nous disent, par exemple pour le perçage, il faut faire un trou avec une précision à millimètres. Et donc, comment on est capable de produire précision au demi-millimètre sur un objet qui fait quelques dizaines de... Voilà les problématiques auxquelles on s'intéresse. On a aussi un aspect particulier chez Airbus, c'est qu'on travaille aussi à l'intérieur des produits, pas seulement à l'extérieur. Donc ça, c'est assez particulier. Et à l'intérieur, on a un certain nombre de coactivités et de problématiques techniques comme des installations de systèmes, etc., qui sont assez difficiles à manipuler et à adresser avec des robots, qui aiment plutôt des environnements particulièrement cadrés. On a aussi des grosses problématiques d'ergonomie, notamment liées à la taille du produit. Ici, une image qui vient des ateliers de peinture, et on comprend assez bien que ça n'a pas l'air d'être particulièrement intéressant. Au final, quand on regarde le taux d'automatisation qu'on a dans nos usines chez Airbus, ça reste faible à très faible. Donc là, on voit par type de process le niveau de complétion en pré-FAL, en FAL et en paint shop. Donc FAL, c'est Final Assembly Line. Et on voit qu'on a des taux d'automatisation qui sont très faibles. Or, on rencontre de plus en plus de difficultés à recruter des opérateurs. Des opérateurs vont devoir réaliser ces tâches qui sont aujourd'hui particulièrement difficiles à réaliser. Et donc, avec les montées cadences qu'on a en perspective, on ne va pas avoir d'autre choix d'augmenter notre niveau d'automatisation. Et ça veut dire être capable d'augmenter le nombre de robots sur les process qu'on sait déjà automatiser, et donc d'avoir des capacités d'intégration plus grandes pour pouvoir dupliquer des solutions qui fonctionnent, mais aussi de développer les technologies qui manquent pour être capable d'adresser des nouveaux process qui sont aujourd'hui à très faible ou pas du tout automatisés, parce qu'il n'y a pas de solution pour ça. Dans d'autres industries, donc là c'est une image chez Tesla, on a un peu plus de robots, c'est un tout petit peu plus automatisé. Bon, il y a une problématique différente, c'est pas les mêmes process. On fait ici sur la caisse, c'est beaucoup de soudage, et soudage par point. Et on a les produits qui défilent devant les robots. On a des temps de cycle qui sont courts, qui sont de l'ordre de la minute. Quand chez nous, en FAL, un temps de cycle, c'est d'ailleurs le temps que reste le produit dans une station, c'est 1 jour et demi. Donc on se doute bien qu'en 1 jour et demi, on va pas faire une action unitaire, on va faire un grand nombre d'actions avec plein d'outils différents, alors qu'ici, on utilise un robot pour un seul outil, pour une seule tâche, à un seul moment, sur un seul point, et ça passe à la suite. Et ça change pas mal de choses d'un point de vue robotique et intégration. Voilà à quoi ressemble une station robotique chez Airbus, par exemple, à contrario de ce qu'on vient de voir avant. On a notre produit qui est central, donc c'est le tronçon arrière du fuselage A320. Là, on est à Hambourg. Et on a 4 gros robots KUKA qui sont équipés de multifonctions N-effectors. Donc, c'est des effecteurs qui sont capables de faire du perçage et de la pose de fixation.
sur des diamètres assez faibles. On parle de 4,8 mm de diamètre, donc c'est vraiment petit. Mais pour faire ça, on a un effecteur de 250 kg, un robot qui fait 2 tonnes 5 et une énorme cathédrale d'acier qui est sur et qui est capable de bouger en longitudinal pour aller adresser les différentes coutures orbitales. On voit bien que pour une petite tâche simple de faire un trou de 4,8 mètres de diamètre et d'insérer des fixations, on a besoin d'une montagne d'acier autour, ce qui pose notamment des problématiques de flexibilité, puisque l'investissement, la mise au point de ce type de station prend du temps, et c'est conçu pour une certaine cadence, et quand on se rend compte après que la cadence doit changer à la hausse ou à la baisse, le point de fonctionnement de ce type de système n'est plus adapté, n'est plus performant. On a aussi des technologies qui sont déjà développées depuis un certain temps, qu'on appelle le FlexTrack, où c'est des rails qu'on vient ventouser directement sur l'avion, notamment pour les jonctions orbitales. Ici, et en fait, on a ce robot qui vient se déplacer sur ce rail, est capable de faire un fenêtrage et de se référencer par rapport à des trous existants de référence pour réaliser des perçages. Ça, c'est beaucoup plus light en termes d'infrastructure autour, et ça permet, c'est particulièrement bien adapté pour de l'orbital. On a des solutions pour des coutures longitudinales, ça fonctionne un petit peu, c'est moins facile, fonctionne un peu moins bien. Ça, c'est des robots qu'on fabrique même en interne chez Airbus, où on a notre propre unité de production de ces robots-là. C'est un produit Airbus. On développe en ce moment une solution qui n'est pas, qu'on ne vient pas ventouser directement sur l'avion, mais qui est un rail, une arche qui se déplace sur un axe longitudinal et qui permet d'adresser à la fois des coutures orbitales et longitudinales. Et ça aussi, c'est un produit qui est entièrement développé et intégré par Airbus, pour Airbus. Je voudrais attirer votre attention sur l'effet boule de neige dont je parlais tout à l'heure. Un effecteur de 200-250 kg nécessite un robot de 2 tonnes qui nécessite une cathédrale d'acier de 15 tonnes. Donc par côté, on va avoir 20, 25, 30 tonnes d'acier de chaque côté. La clé, c'est on part de ça, des 200 kg. Ces 200 kg, si on était capable de les réduire significativement, on aurait besoin de beaucoup moins des robots beaucoup moins raides et des structures autour beaucoup plus légères. Donc il faut qu'on travaille à la source sur l'effecteur pour être capable de réduire l'ensemble on a un très fort intérêt à ça. Notamment, on développe une version compacte, légère d'un effecteur de fonction avec un barillet au même titre qui permet de changer différents modules pour aligner. Et ici, on est en train de développer quelque chose qui a une cible sous les 15 kg. Donc on passe de 200 kg à 15 kg, ce qui veut dire qu'on change complètement de gamme de robots et de flexibilité pour pouvoir bouger ces robots autour des produits. Ça, c'est de la micromécanique, de l'électronique, de la mécanique, pour être capable de développer tous ces différents modules pour manipuler pour réaliser les trous, manipuler des fixations, poser du mastic, faire de l'inspection. Et du coup, on développe des solutions comme celle-ci, qui sont des robots qu'on appelle taille moyenne, qui sont significativement plus petites et légères que les solutions existantes. Là, on est sur un robot qui fait de l'ordre de 800 kg. Donc, on a gagné plus d'un facteur 2. Et qui sont basés sur des... ici, c'est une base mobile assez bête, en fait, élémentaire, qui nous permet juste de déplacer le robot. Et le robot, avec son effecteur, va être capable de se référencer dans une zone locale pour réaliser, du coup, les perçages et les poses de fixation. Toujours les mêmes besoins, de l'ordre de 5 mm de diamètre, une poussée pour faire le clampage, c'est-à-dire le maintien des tôles de l'ordre de 60 décanewtons. Mais vu qu'on a un effecteur plus faible, ce type de robot est suffisant pour réaliser ça. Et donc, en fait, on gagne, du coup, en coût et en flexibilité. Je voudrais vous parler de deux projets que l'on a en cours, notamment avec des partenaires académiques. Alors celui-ci, c'est un projet que l'on a mené en Pays de la Loire avec l'IRT Jules Verne, qui est un projet qui s'intéresse à ce qu'on appelle de l'autorigging. Donc là, on est en préfal où on a des sections, des morceaux de fuselage. Ici, c'est la pointe avant. Et on doit venir les mettre les uns par rapport aux autres, les positionner, les maintenir et les positionner précisément pour réaliser l'assemblage. Donc on fait la mise en forme en fait de la section de fuselage. Et aujourd'hui, pour faire ça, donc on a des positionneurs, on appelle ça des positionneurs qui peuvent manipuler ces pièces. Aujourd'hui, pour faire le référencement de ces pièces, on utilise un laser tracker
et ça prend de l'ordre de 2 heures pour être capable de venir monter une pièce sur l'autre proprement, parce qu'en fait, à chaque fois, on fait un tour de laser tracker. Le tour de laser tracker, il doit prendre tous les points un par un. Il faut aller viser, il faut que personne soit dans la station pour pas que ça vibre. On récupère les données, on analyse, on pilote les actionneurs dans une direction, plus ou moins semi-automatiquement. On refait un tour de laser tracker, etc. Donc c'est des étapes qui sont très, très lentes. Ça peut être assez court. Si ça se passe bien, ça peut être assez court, de l'ordre de l'heure. Si ça se passe mal, ça peut passer vraiment beaucoup de temps. Ici, sur ce projet, on a développé des briques de visual servoing, notamment avec l'INRIA. Donc, on a intégré des technos de l'INRIA, qui a permis notamment, ici, sur une intégration Tenon-Chape, on a plusieurs caméras qui regardent en temps réel des points d'alignement sur des aspects locaux, donc les différents trous, et et on pilote à l'ordre d'une dizaine de hertz. C'est pas fabuleux en termes de fréquence, mais c'est bien meilleur que ce qu'on fait aujourd'hui avec le laser tracker. De l'ordre d'une dizaine de hertz, on pilote les positionneurs pour être capable de déplacer l'ensemble des pièces les unes par rapport aux autres, pour être capable de réaliser ce type d'assemblage où on a une précision, une tolérance qui est de l'ordre de 0,1, 0,5 mm en fonction des différents besoins. On a aussi utilisé à certains endroits sur l'orbital des profilomètres qui permettent de vérifier que les tôles viennent affleurer comme il faut, etc. Et donc en fait, avec un ensemble de mesures locales, et on est en train d'ajouter maintenant quelques mesures globales pour avoir une idée du vrillage global de la pièce, on est capable de piloter des positionneurs de manière dynamique avec des contrôleurs industriels, et on passe le réglage de cette pièce, comme je vous disais, c'est quelques heures. On passe à de l'ordre de moins de 2 minutes, ce qui est un gain significatif. Faire attention à tous les temps cachés autour de préparation et d'installation des systèmes, parce que là, du coup, 2 minutes, ça ne devient plus le temps intéressant. Ce qu'on regarde, c'est combien de temps ça met pour installer les caméras, etc. Typiquement, la solution qui a été utilisée, on n'a pas besoin de calibrer les caméras et de connaître la position des caméras. Il suffit que les caméras perçoivent les éléments, parce que le calcul d'erreur de servoing est fait directement dans le plan image, et c'est pas on calcule pose des caméras, pose des pièces, mais c'est de l'image-based visual serving. Donc ça, c'est un premier projet que je voulais souligner. Et le deuxième projet sur lequel je veux dire quelques mots, c'est un projet qui s'intéresse à du path planning réactif. On fait dans le cadre d'un laboratoire commun qu'on a avec le LAS qui s'appelle Rob for Fam. Ce projet s'appelle React. Et ici, notamment, ce que l'on cherche à faire, c'est d'être capable de localiser un effecteur par rapport à un produit. Donc on a dans la CAO, on a une connaissance de l'ensemble des rivets qui sont présents sur la pièce. On vient les détecter. Là, ici, la phase de détection se fait avec des méthodes de deep learning. Et ensuite, on vient, sur la base de cette détection, faire un mapping avec les rivets qui sont dans la CAO. Et on est capable de retrouver la posture, la pose, l'endroit où est notre effecteur en référence au produit. Ça, c'est assez intéressant. On peut faire ça de manière en temps réel, ce qui nous permet de nous localiser par rapport à l'avion. Donc ici, pour le moment, on est encore assez bas TRL, et là, on a juste une tâche de pointage où on dit j'ai besoin d'aller pointer sur le rivet 627, et je suis précisément capable de faire ça. Même si on a déplacé le robot, déplacé la pièce, le robot est capable de reconnaître la pièce, un peu comme si on regardait des constellations, si vous voulez. Il regarde la pièce, il reconnaît le motif de rivet, et il est capable de dire « Ok, je sais où je suis maintenant et je vais à tel endroit ». Et donc ça, c'est la première phase du projet, la première brique. La seconde brique consiste à développer des algorithmes de path planning. Donc là, on utilise les technos du LAS. Et sur ces technos de path planning, il s'agit d'être capable sachant où on est et où on souhaite aller à l'intérieur en référence au produit, c'est de développer ce path planning, quels que soient les différents obstacles qu'on peut avoir. Parce qu'un des éléments que l'on a dans l'industriel, c'est qu'il n'est pas extrêmement rigide, au sens où, comme on a beaucoup d'activités, des choses qui se passent sur nos stations, il peut y avoir des éléments qui sont présents, qui ne devraient pas être présents, des éléments qui devraient être présents, qui ne sont pas présents, etc. Et donc, en fait, si on joue à une trajectoire qui est préenregistrée,
il est possible que ça génère des collisions et que ça ne fonctionne pas. Donc on a besoin, là ici ce qu'on développe, c'est des capacités à adapter la trajectoire, même si j'ai un obstacle sur ma route, le robot va détecter cet obstacle, va être capable de l'échapper pour ensuite reprendre son programme et continuer sur les étapes suivantes. Parce que la plupart du temps, dans nos activités, des aléas arrivent tout le temps. Il n'y a pas deux avions qui sont fabriqués exactement selon le même process. Il y a tout le temps des aléas. On sait les gérer, on a des règles pour ça. Et si bien que ce que fait un opérateur aujourd'hui, c'est quand il doit faire une séquence ABCD de tâches, il peut arriver qu'il fasse A, B, il se rend compte qu'il ne peut pas faire la C pour quelques raisons, il y a des choses qui manquent, mais il sait que ça ne le bloque pas pour faire la D, il va faire la D, il va attendre que ça arrive pour faire la C ensuite. Ça, un robot, si on ne lui donne pas un petit peu d'assistance, il n'est pas capable, il s'arrête à B, il dit « Ah, ben, j'ai un problème, il me manque je ne sais pas quoi pour faire le C ». Et tout s'arrête et il faut venir l'aider, le dépanner. Or, parfois, la pièce en question, elle est pas là, elle est en retard, etc. Elle va arriver dans 2 heures, on ne va pas tout bloquer pour juste une pièce, donc il faut qu'il soit capable d'échapper. Donc ce type de technologie, ça nous permet d'apporter de la résilience dans nos façons de programmer et de contrôler nos robots. Dernier point que je voudrais souligner avec vous, c'est que nos produits, notamment la 320, ça a été conçu il y a 40 ans, et étonnamment, pas vraiment avec l'automatisation en tête. Évidemment, il y a eu plein de redesign et de modifications. Le design de la 320 est en perpétuelle amélioration, mais fondamentalement, on a des produits qui sont pas du tout conçus, très mal conçus pour être automatisés. Là, je vous ai pris un exemple d'un carré d'assemblage structurel. On a 7 différents matériaux, des empilements de matériaux, 4 diamètres de fixation différentes, 3 tolérances de trous différents, 110 trous, et on a de références de rivets en tant que tel, mais c'est faramineux. Comment automatiser ça avec une telle diversité? Ça, c'est vous donner une idée des installations système. C'est pas une blague. Hein. Il y a des règles pour ça. C'est-à-dire que ce tuyau doit pas être à plus de temps de celui-ci, etc. Rapport aux perturbations, etc. Et ça génère ce type de routage qui sont considérés comme le meilleur. Mais automatiser un truc pareil, c'est très compliqué. On a des assemblages qui sont pas du tout prévus pour être montés, des très mauvaises ergonomies. En général, en termes d'ergonomie, quand c'est pas bon pour un opérateur, ce sera pas meilleur pour un robot. Faut pas espérer qu'on ait une bien meilleure dextérité avec un robot. Donc ça veut dire qu'on a un problème fondamental sur notre produit. Notre produit n'est pas conçu pour faire de l'automatisation. Et donc notre sujet chez Airbus et dans notre programme de robotique, c'est de transformer nos Airbus et son design et le système industriel, donc les architectes industriels qui conçoivent le système, pour être capable de faire un produit qui va être conçu pour l'automatisation, ce qu'on appelle design for automation. Aujourd'hui, on a vraiment une cascade d'exigences entre le UD qui transmet aux architectes industriels, qui transmet au bureau des méthodes, qui enfin transmet tout ça à l'intégrateur machine. L'intégrateur machine, il hérite de toutes les contraintes et excentricités et les désirs et les marges de sécurité de l'ensemble de la chaîne. Quelle surprise! C'est tellement contraint qu'il y a très peu de technologies qui fonctionnent. Et quand ça fonctionne, c'est toujours poussé aux limites des specs. C'est pas robuste et c'est compliqué. Notre ambition et notre objectif de passer sur un fonctionnement où on va pouvoir concevoir l'avion, le système industriel, ainsi que les moyens et les machines, les process, tout pour optimiser au global, pas seulement la performance, mais pas seulement la performance de l'avion, mais aussi son coût, sa manufacturabilité et la capacité donc à le fabriquer de manière compétitive. Donc voilà les grands challenges sur lesquels on travaille chez Airbus. Je pense qu'on arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour vos attentions. Si vous avez quelques questions, ce sera un plaisir de y répondre.